misy fangatahana kely izahay. Raha ohatra anao fa elaela nanaraka an'ity podcast anay ity, dia hitanao fa miezaka foana hatrany hatrany izay mampiditra vahiny vaovao ary mitondra valeur vaovao anareo mpanaraka. Dia ny zavatra kely azonao atao mba hanampiana anay dia s'abonner amin'ilay page dia mapartage les épisodes izay atrehanao eto. Satria tadio fa zavatra kely izay fotsiny dia efa mazava-dehibe ho anay. Mety hoe andany fotoana kely anao ny s'abonner, fa ho anay zany ahafahanay mitondra olona tsaratsara kokoa hatrany hatrany eto amin'ny plateforme. Saotra betsaka manohana ny aotra ary ndaontsika hanana émission farak'izay tsara indrindra ho an'ny malagasy. Ankoatr'izay dia maro be koa nareo mametraka fanontaniana hoe ahoana ny fomba iarahana miasa amin'ny aotra. Eny, azo atao soamantsara miara-miasa amin'ny aotra. Misy contact misoratra eto ambany dia afaka mandefa mail nareo na mandefa message WhatsApp anay. Misokatra tanteraka izahay amin'ny fiarah-miasa rehetra fa aza misalasala. Tadio fa ny réseaux sociaux dia afaka manimba nefa afaka manorina ihany koa. Aotra dia nisafidy ny hanorina. L'entreprise étant familiale, il a fallu que je rentre vite sans expérience. Le leadership, il faut être exemplaire, donner le rythme, montrer le bon exemple. Un ami m'a convaincu, il me disait le peu que je vois de toi, Fred, tu as la capacité de le faire. Quand on se comporte bien pour son entourage, pour la société avec un grand S, le destin arrive avec son petit coup de pouce. Bonjour à tous et bienvenue sur Ouch. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir un invité très spécial. C'est un patron, PDG du groupe Materoto. Ils sont actifs dans la distribution automobile, l'agro-industrie, l'immobilier et la logistique minière. Ils travaillent sur Madagascar et sur Maurice. 30 ans de direction. Une entreprise familiale qui existe depuis 1953. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Ouch Frédéric Schaffner du groupe Materoto. Bonsoir, bonjour à tous. Je te remercie de m'inviter à cette séance de partage aux sujets qui te tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur et qui, j'espère, pourra intéresser ceux qui vont nous regarder. Certainement. Bon, écoute, nous, ça nous fait très plaisir, encore une fois, de t'avoir. On sait que ce n'est pas forcément évident de trouver du temps pour un PDG, alors merci de nous donner ton temps. On aimerait parler un peu de toi, mais également découvrir un petit peu les activités de Materoto et comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui et comment toi aussi tu as su redresser la société. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Je suis Frédéric Schaffner, j'ai 54 ans, je suis métis européen malgache et je trouve que c'est une chance d'avoir été exposé, d'avoir reçu deux cultures et aujourd'hui je suis complètement impliqué dans mon pays de naissance qui est Madagascar où je pense pouvoir, je l'espère, être plus utile à la communauté que si j'avais été ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fred, tu es bilingue, natif malgache et français. Peut-être allemand aussi ? Oui, effectivement, dans mes origines, j'ai du nord de l'Europe, une partie allemande et un peu de hollandais aussi. Tu maîtrises la langue allemande aussi ? Malheureusement, je ne parle que le français et le malgache et l'anglais pour le boulot. Sinon, Frédéric est donc fluent, 100% malgache, n'est-ce pas ? Entoko misakany sopirenena malagasy ihany koa aho. Mahay miteny gasy no Madagasikara no azoko tenenina hoe tena tanjaka eto any mipetraka, eto any mampiasa ny volako ary eto any mahita ny tena antony mba ahafahako manampy ny olona manodidina anahy fa any ivelany angamba tsisy andriana zany ny olona. Eto mbola betsaka ny tokony atao. Izy be ny zavatra tokony atao eto Madagasikara na zao fizarana ataonao zao ary dia efa anisan'ny manova fomba fisainana maro. Hoy anglentsika amin'ny teny gasy, amin'ny teny vazaha ilay izy ny antony dia tsotra fotsiny satria misy olona mijery ity podcast ity mihaino anazy amin'ny teny gasy fa misy olona maro ihany koa mihaino antsika amin'ny teny vazaha. Stratégie fotsiny ilay izy fa na dia zany ny tanjona dia hanome valeur ajoutée ho an'ny olona mpanaraka antsika. Encore merci d'être passé sur Ouch.
Déjà, pour nous, Matterotto, moi personnellement, je roule en Ford depuis quelques années aussi. Alors Matterotto, c'est quand même une très belle entreprise et surtout, ça a été très, on va dire, en vogue depuis quelques temps. J'ai vu l'émulsion qu'il y a derrière les projets de l'équipe Matterotto, mais au-delà de tout ça, nous, on aimerait savoir les coulisses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire? D'où est-ce que ça vient? Tu as partagé que ça commençait en 1953. Je suis la deuxième génération donc, qui est aujourd'hui à la tête de Matterotto. L'entreprise a été fondée par mon papa et son frère. Ils ont été surtout très connus à travers non seulement la distribution, mais le montage. Il y avait des chaînes de montage de camions Mercedes à Madagascar sur notre site Nankoronjan actuel. Pour ma part, je suis rentré au pays juste après mes études en 1997 et je suis à la tête de l'entreprise depuis 2001, qui depuis, comme tu l'as déjà mentionné, est allé sur d'autres domaines d'activité que la distribution automobile. Donc en 1953, c'était vraiment l'activité principale de représentation de Mercedes. Vous avez commencé comme ça? Je vais être un peu plus précis. Ils ont démarré avec Bosch. Ils sont d'origine allemande, mon papa et son frère, d'où le nom Schaffner. Donc, ils ont commencé par une marque allemande Bosch, la partie électroménager, la partie automobile. Ça, c'était en 53 et en 57 est venue s'ajouter donc une autre marque allemande bien connue qui est Mercedes. Mercedes, c'est, pour nos followers, c'est les gros camions qu'on retrouve un peu plus partout là, dans toutes les campagnes de Madagascar. C'est exact. On en a qui ont une forme de nez de cochon, on les appelait les nez de cochon, les 911, 1513, etc. que tous les ruraux malgaches connaissent bien et il y en a encore quelques milliers qui sillonnent nos routes. Et ça, c'est tout était sorti de Matterotto. Oui. Même pour partie montée ici à Madagascar, on pouvait monter jusqu'à 700 camions par an à l'usine Nankoronjan à l'époque. Est-ce que c'était les activités principales de la société ou est-ce que vous avez commencé à vous diversifier déjà avant? Alors non, c'était vraiment l'activité principale Bosch et Mercedes jusqu'à ce que je reprenne l'entreprise donc en 2001. Les diversifications que tu as citées ne sont venues que sous ma direction. Est-ce que c'est la même société juridiquement depuis 1953? Oui, c'est toujours la même société juridiquement qui est là, qui existe. Entre 1953 et aujourd'hui, combien de fois la société a failli mourir? Je dirais 2 fois. La première due au contexte politique de l'époque. Il fut un temps où la disponibilité des devises à Madagascar était extrêmement limitée. Donc on utilisait les devises pour des biens plus essentiels à la population que les camions de transport. Donc il s'est passé, alors j'étais encore un enfant, mais environ peut-être 7 à 8 années où l'entreprise n'avait pas du tout de devises pour pouvoir importer ni pièces de rechange, ni véhicules. Et l'entreprise, pendant plusieurs années, a dû fonctionner à effectif très réduit. Voilà, ça c'était la première fois. Et la deuxième fois, ce n'était pas du tout lié au contexte macroéconomique, mais c'était tout simplement par le fait que le pays n'avait plus les moyens de s'acheter des camions neufs. C'était l'entrée des véhicules d'occasion. Et le secteur des camions neufs a très vite été proche de zéro vente annuelle. Malheureusement, les dirigeants de l'époque n'ont pas entamé les démarches nécessaires pour rebondir face à cette situation. Et ça, c'était en quelle année, ça? Donc ça, c'était quand j'ai repris la direction en 2001. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu personnellement, mais que personne ne sait pendant cette première période, donc 1953 à 1997 déjà, que j'aurais envie de partager, bien sûr? Écoute, moi, je suis né en 1971. J'ai étudié au lycée français, bac en 1989. J'ai fait des études en France. Peut-être la particularité, c'est que je n'ai pas eu le temps d'aller m'expérimenter ailleurs, de prendre de l'expérience professionnelle, que ce soit dans d'autres entreprises ou dans d'autres territoires. L'entreprise étant familiale et plutôt dans l'urgence de sa succession par rapport au contexte que j'ai cité, il a fallu que je rentre vite sans expérience. Je crois que tu étais élève comptable, c'est ça? J'ai fait un parcours d'expertise comptable dans une école à Paris. Quand tu es revenu ici à Madagascar,
tu étais face à une entreprise qui était presque non solvable par rapport aux banques. Donc pour nous, la définition d'une entreprise que les banques vont abandonner, ça veut dire que les banques ont calculé que le risque de perte est supérieur à toute chance de survie. Et maintenant, tu as repris quand même. Toi, tu t'es dit, allez, au boulot. Comment tu as fait ? Alors, je disais tout à l'heure par rapport au contexte, l'activité historique qui était la vente de camions, il n'y avait plus de marché pour cela à Madagascar. Malheureusement, les dirigeants de l'époque n'ont pas eu le courage de chercher autre chose. C'était un dirigeant qui avait un statut de salarié, mais qui avait la confiance des fondateurs qui étaient déjà bien âgés à l'époque. Et le premier constat, c'était déjà, manque de courage de l'équipe dirigeante. Or, quand on est dirigeant d'entreprise, c'est déjà, je pense, une caractéristique importante d'avoir du courage et de prendre aussi des décisions malheureusement impopulaires. Soit on fermait, soit il fallait faire des sacrifices, et il y en a malheureusement qui ont dû en faire les frais à l'époque à travers les réductions d'effectifs. Première étape, réduction d'effectifs. Après ? Exemplarité, parce que les précédents dirigeants étaient dans un rythme, on va dire, un peu mot à mot, un peu fataliste. Et là, c'est vraiment aussi une autre caractéristique du dirigeant, mis à part le courage que j'ai cité, le leadership. Il faut être exemplaire, donner le rythme, montrer le bon exemple. Tu avais quel âge quand tu es revenu à la tête de l'entreprise ? Alors, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise à l'âge de 26 ans. J'en ai pris la direction 4 ans après. Voilà. Et donc, j'avais à l'époque 30 ans. Et là, tu t'es dit, c'est le moment directement. C'était toi qui avait l'opportunité d'être dirigeant, ou bien on t'a désigné à la tête de l'entreprise ? Comment ça marchait ? C'était assez simple. Nous sommes une entreprise familiale. On va dire que je suis le cadet, et mes aînés, aucun n'était intéressé ni prédestiné à la direction d'entreprise, au management, à l'entrepreneuriat. Donc j'étais le seul à avoir ce profil. Donc il n'y avait pas eu vraiment de tri à faire parmi nous. Voilà. Après, l'idée de se convaincre que je pouvais y arriver, c'est tout simplement un ami avec qui j'ai travaillé pendant les 4 années avant que je ne prenne la direction chez Materoto, qui, lui, m'a convaincu. Il me disait, le peu que je vois de toi, Fred, tu as la capacité de le faire. Que j'étais prêt aussi à abandonner, n'étant pas certain d'avoir les capacités. Maintenant, en termes de chiffres et en termes d'opérations sur le terrain, parce que là, tu fais face à une entreprise qui meurt, le produit ne marche pas, le produit historique. Comment on passe d'un produit qui ne marche pas à un produit qui marche ? Déjà, j'ai eu la chance d'avoir un parcours académique d'expertise comptable, on l'a mentionné tout à l'heure, donc une lecture de bilan, l'attention au contrôle interne, qui fait partie des points d'attention d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes. C'est le même parcours, sont des points quand même que j'avais étudié profondément. C'était 5 années d'études après le bac. Puis après, c'était du bon sens. Parmi nos activités, la vente des camions s'était arrêtée, mais il y en avait quand même d'autres. Je parlais de Bosch initialement qui était là. On avait une activité pneumatique qui continue toujours. L'idée, c'était de se dire, on réduit les effectifs pour être en phase avec le volume d'activité possible. Donc du bon sens. Du bon sens. Donc tu t'es recentralisé sur les départements qui ont le potentiel, quoi. Tu as réduit ton effectif. Alors socialement, c'est peut-être pas très agréable de passer pour une boîte qui réduit sa voilure, surtout quand on est la génération numéro 2. Et voilà, il faut le faire. En 2001, tu avais cité que tu devenais DG. La même année, tu es devenu mari et en même temps, tu es devenu père. Est-ce que ça fait pas trop d'un coup déjà ? C'était le grand saut dans la vie réelle. Le grand saut. Et comment on tient debout à ça ? Non, je pense que la plupart des choses qui ont été citées sont très positives. Fonder une famille, c'est quand même quelque chose de très beau. Et je dirais que justement, ça m'a beaucoup soutenu pour faire face à ces responsabilités de DG d'entreprise en difficulté.
Et puis, il y a une anecdote Ford, parce que Matterotto, aujourd'hui, on connaît, en tout cas notre génération, la mienne, moi je la connais plus par Ford que par Mercedes. Donc Ford est aujourd'hui une des plus grandes marques automobiles dans le monde. Hein. J'imagine qu'être concessionnaire Ford à Madagascar, ça veut dire respecter beaucoup de standards. C'est un contrat de représentation exclusive. Tu dois structurer toute ton activité entière dedans. Et tu nous avais dit que vous avez failli rater l'annonce dans les journaux lorsque Ford recherchait son distributeur à Madagascar. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette situation? Alors déjà, j'ai oublié de te remercier d'être client Ford, comme tu l'avais dit tout au début. Merci pour ta confiance. J'espère que tu prends toujours beaucoup de plaisir à conduire ton véhicule. Effectivement, tout à l'heure, on disait qu'on a réduit la voilure, arrêté les camions se sont arrêtés tout seuls, se recentrer sur pneumatiques, produits Bosch. Et là, au hasard d'un dîner chez des amis, on me dit « As-tu vu la publication dans les journaux de la part de Ford qui recherche à relancer ses opérations à Madagascar après 20 ans de sommeil ?» J'ai dit « Ah non, pas du tout, j'ai pas vu ça. » Et l'ami en question me dit « Dépêche-toi parce qu'il y a une deadline pour remettre un dossier. » Genre le mardi suivant, il y avait 2 ou 3 jours pour manifester son intérêt. Et le fil des événements a fait que nous avons été retenus et c'est ce qui a fait la notoriété actuelle de Matterotto finalement. Ça, c'était en quelle année, ça? Donc ça, c'était en 1998. Je disais, c'était finalement aussi les petits coups de pouce du destin. Le petit coup de pouce du destin. Notre précédent invité nous disait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Est-ce que toi, tu y crois? Je pense que quand on se comporte bien, quand on est aligné par rapport à des valeurs positives pour son entourage, pour la société avec un grand S, et non pas la société en tant qu'entreprise, effectivement, le destin arrive avec son petit coup de pouce. Je vais poser la question en malgache. Ny fahombiazana ve fahaiza-manao sa resaka vintana fotsiny? Ao anatiny mihitsy ny fahaiza-manao, ny fahaizana ihany koa ny zavatra nianaranao, ny fahaizanao hampiatra anazy, dia koa fitondran-tenanao mazava ho azy. Raha tsy azo tarafina ve ianao dia mety ho sarotra ny aomby mpiara-miasa aminao ve raha tsy azo tarafina ve ianao mety hitondran-tena amin'ny fomba mahomby izy. Dikan'izany ve zany ny mpandrarà, zany hoe ny olona mitantana orinasa, mila tena lavorary tanteraka mihitsy mba ahafahan'ny mpiara-miasa manaraka anazy ihany koa. Anisan'ny olona tarafina eto anivon'ny fiarahamonina ny mpitondra orinasa. Fa bebe ihany koa ny andraikitry ny mpanao politika mahakasika an'izay. Mila azo tarafina ny mpanao politika atsika. Allons parler un peu du groupe aujourd'hui. Nous, ce qu'on connaît, moi ce que je connais, c'est le marché automobile neuf, 4 roues à Madagascar, c'est à peu près 4500. Comment est-ce qu'on sort par rapport aux autres marchés? Voilà, c'est intéressant parce qu'on a tous l'impression qu'il y a beaucoup de véhicules à Madagascar. J'ai donné quelques chiffres. Sur l'île de la Réunion, il se vend 30 000 véhicules neufs par an. Pour combien d'habitants? À la Réunion, ils sont 850 000. Nous sommes à peu près 33 millions à 34 millions aujourd'hui à Madagascar. L'île Maurice, ils sont 1 300 000 habitants pour 20 000 véhicules neufs vendus par an. Et l'Afrique du Sud, environ 700 000 véhicules neufs par an pour une population d'environ 40-45 millions d'habitants. Donc c'est un marché vraiment minuscule où nous sommes nombreux à nous battre. Aucun d'entre nous, dans ce métier-là, n'est faible financièrement. Tout le monde a les moyens. Les marques aujourd'hui aussi sont toutes reconnues, ont toutes fait des progrès. Donc c'est vraiment sur des petits détails que nous devons faire la différence pour faire partie des leaders. C'est quel genre de détails, justement? Nous concernant, par exemple, ça fait plus de 10 ans que nous avons fait le choix de certifier entièrement tous nos process. J'insiste bien sur le entièrement parce que certains entrepreneurs sont malins, ils ne certifient qu'une partie de leurs activités ou qu'une partie de leurs process, mais tous nos process sont certifiés entièrement ISO. Être certifié ISO, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout qu'on est adepte de l'amélioration continue. Ça veut dire qu'on enregistre les réclamations, qu'on essaie d'en tirer des leçons pour améliorer nos process, la formation, etc.
Et puis il y a un autre aspect aussi peut-être qui est dû à mon parcours académique. Hein. Je parlais tout à l'heure d'expertise comptable, de commissariat aux comptes. On a une fonction contrôle interne qui est bien développée chez nous. Ne nous voilons pas la face. Hein. Nous sommes dans un pays où les revenus sont bas, où les tentations de détournement, de vol sont nombreux. Il est très important d'avoir un contrôle interne qui tient la route dans un tel contexte, encore plus que dans un autre contexte en fait. Justement, quel genre de détournement tu as pu faire face? Est-ce que tu as des anecdotes à nous citer? Oula, j'en aurais des nombreux. Hein. Ils sont tous choquants parce que nous, on pratique le management positif, hein, donc c'est-à-dire on accorde a priori notre confiance, mais tu as également fini le fameux adage la confiance n'exclut pas le contrôle, cette fonction contrôle interne. Et finalement, c'est plus ce manque de reconnaissance par rapport à ce management positif qui est la grande claque. Hein. Et donc, tu as une anecdote à nous dire? J'ai cité un exemple qui malheureusement, quelques années plus tard, on a manqué de vigilance, c'est reproduit. C'est sur les ventes à crédit à nos revendeurs de lubrifiants, par exemple, où le commercial fait de la cavalerie, c'est-à-dire qu'il encaisse du client A, il ne porte pas directement les encaissements à l'entreprise et les fait passer sur les clients B, ainsi de suite. Ce concept est très connu pour être appelé la cavalerie. Voilà, mais franchement, la créativité est là aussi, dans ce domaine-là. Moi, ça m'est arrivé et justement, j'ai failli baisser les bras à cause de ça, parce que ça a été très lourd pour moi, au sein de nos petites entreprises, je veux dire. J'espère qu'on trouvera une solution à ces choses-là un jour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe lorsque tu veux signer avec une grande marque internationale comme ça, toujours liée à cette anecdote de Ford là? Alors là, tout dépend de la culture de l'entreprise avec laquelle tu signes. Il y en a certaines qui arrivent et qui disent c'est nous qui imposons les règles parce que, en général, ils sont tellement bien plus gros que nous. Et il y en a d'autres qui vont être un peu plus conciliantes. Donc, dans votre cas, vous, avec Ford, ça s'est passé comment? J'avoue franchement que nous sommes très bien accompagnés. On voit une entreprise mature qui a plus d'une centaine d'années à gérer et à animer un réseau de distribution. Et nous sommes vraiment satisfaits. Je pense que c'est vraiment parmi toutes les marques que nous représentons, celle qui nous accompagne le mieux. Parmi les 4500 véhicules, est-ce que c'est qu'un genre de part de marché que Materauto? Alors, Ford, par exemple, sur les 2 dernières années, était la 3e marque sur le marché malgache. Est-ce qu'il y a un standard de tarif, un standard de marge dans cette industrie-là ou pas? Je dirais que non, et il faut surtout s'adapter à la perception du produit par le consommateur. Ça ne sert à rien de rester sur une recette systématique si elle diffère de la perception par le consommateur du produit et de la marque. Si on en revient au groupe Materauto, donc tu avais dit tout à l'heure, c'est plusieurs activités, plusieurs métiers différents. C'est combien d'employés qui travaillent pour toi? C'est combien de familles que tu dois donc nourrir au quotidien? Alors, de manière permanente, nous employons environ 450 personnes. Et spécifiquement pour l'activité agroalimentaire, pendant 5 mois par an, il y a 300 femmes en général qui rejoignent l'équipe qui est basée à Nosy-Be. À Nosy-Be, qu'est-ce qui s'y passe là-bas? Alors, sur Nosy-Be, nous avons monté une unité de surgélation. Alors, pour l'instant, nous ne surgélons que des fruits. L'entreprise s'appelle d'ailleurs les fruits de Madagascar. Et les fruits tropicaux ne sont disponibles en gros que de octobre jusqu'au mois de janvier, en tout cas pour ceux qui sont demandés par les marchés export. Et nous avons une activité essentiellement export. Nous sommes très fiers parce que nous adressons le marché européen qui est le plus exigeant au monde en matière de normes. Voilà ce qui se passe à Nosy-Be donc. Et c'est à partir de quel moment que tu as décidé de te diversifier?
Alors ça, ce sont plutôt les hasards de la vie. Chacun des secteurs dans lesquels nous sommes présents sont liés à des histoires très spécifiques. En l'occurrence, pour la partie fruits dont je viens de parler, la personne à l'origine de ce projet est un natif de Madagascar. C'est un Français qui est né, resté à Madagascar jusqu'à l'âge de 12 ans. Il se trouve qu'il avait fait un brillant parcours chez Picard Surgelé pour en devenir le PDG salarié. Et à un moment donné, Picard ayant été racheté, en général, quand une boîte est rachetée, on change de PDG, mais il s'est retrouvé à chercher un projet et étant natif de Madagascar, c'est que puis-je faire qui ait de l'impact pour Madagascar. Voilà comment est né les fruits de Madagascar. Et ça, c'était quand ça ? Ça, c'était en 2013. 2013. 2012. Et à partir, quand tu es rentré, c'était en 2001. Donc à partir de 2001, tu t'es focalisé sur l'activité historique. Et à partir de quel moment tu as commencé les autres activités ? En fait, tout s'est enchaîné aux alentours des années 2011-12 par là. Il y a eu par exemple la partie logistique minière qui est une jeune venture que nous avons avec des Sud-Africains. C'était à l'époque où les grands projets miniers de Fort Dauphin, QMM, projet d'Ambatouvi étaient en phase de construction. Donc là, l'expertise a été apportée par le partenaire sud-africain, mais qui avait l'obligation de par la politique RSE d'un de ces projets-là, d'avoir un partenaire malgache. Donc cette boîte sud-africaine a fait le tour des partenaires potentiels à Madagascar et nous a retenus. Et là est née ? Alors l'entreprise s'appelle Unimat Logistics. Elle est basée sur Fort Dauphin et elle assure la logistique minière du projet QMM. Nous opérons également à l'intérieur du périmètre minier. Parce que moi, ma question ici, c'est de savoir comment on décide quand on est prêt justement à aller dans d'autres diverses activités. Parce qu'en général, lorsqu'on fait quelque chose de nouveau, on a tendance à se disperser. Et j'ai envie de comprendre, dans la pratique, à quel moment est-ce que là, je suis censé faire autre chose ? Alors, je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose. Je raconte juste l'histoire de mon parcours. C'est vrai que nous sommes nombreux à Madagascar, les entrepreneurs, à sortir de nos métiers d'origine. Qu'est-ce qui nous aurait empêché de rester dans ce métier d'origine et plutôt d'aller explorer des marchés en dehors de Madagascar ? C'est également, je pense, une bonne question. Bon, les hasards de mes rencontres ont fait que j'ai été notamment séduit, un coup de cœur pour la partie fruits, parce qu'il s'agit d'un produit à fort impact. Et quant à l'autre projet logistique minière, c'était quand même une continuité de nos activités, puisque étant, je le rappelle historiquement, vendeur de camions, nous exploitons entre autres des camions dans cette activité-là. Est-ce que à un certain moment de cette histoire-là, tu t'es dit « Oh mince, j'aurais pas dû m'aventurer dans ce métier-là, dans cette aventure-là » ? Parfois, bien entendu, ça m'arrive. Après, la volonté d'amener quelque chose à son terme, et surtout s'il a de l'impact, me permet de me remonter le moral quand j'ai envie d'abandonner, parce que c'est toujours complexe de prendre les bonnes pratiques. Il faut du temps pour apprendre les bonnes pratiques d'un nouveau métier, d'un nouveau secteur. Parmi tous les métiers, tous ces secteurs-là, lequel te rend le plus fier aujourd'hui ? Je l'ai dit à l'instant, c'était la partie fruits de par l'impact social. Je pense qu'une fois qu'on a de quoi satisfaire ses besoins matériels, il faut savoir aussi situer la barre de manière raisonnable sur ses besoins matériels. On a envie d'être utile à la communauté et c'est ce projet qui a le plus de sens parmi nos entreprises aujourd'hui, je trouve. Parce que là où tu utilises plus de 300 personnes en saisonnier, c'est ça ? Et surtout, nous offrons des nouveaux débouchés sur des produits qui n'étaient pas du tout monétisés. Je vais prendre un exemple. Il se dit souvent que dans certaines parties de Madagascar, les mangues ne sont pas ramassées, elles tombent par terre, qu'on pourrait en faire quelque chose. Concrètement, pour le coup, on a mis la mangue sur les marchés internationaux et avec des clients de référence. Donc nous en sommes fiers, oui. La situation politique, la crise politique,
les routes qui sont mauvaises font que Madagascar n'est pas un terrain de jeu facile du tout. Et pour une entreprise de votre dimension, comment on fait justement pour survivre à ça? Alors nous aurions aimé que ça ne soit pas cyclique et que nous soyons constamment sur une pente ascendante. Donc c'est un état de fait auquel il fallait s'adapter. Malheureusement, c'est peut-être un des facteurs qui fait que si peu d'investisseurs viennent aujourd'hui sur la destination Madagascar. Nous, les entrepreneurs locaux, avons appris malheureusement qu'il y a ces cycles-là et qu'il faut se serrer la ceinture. Et c'est certainement aussi un des facteurs qui rend les choses difficiles à Madagascar, c'est quand on se prépare à des moments difficiles, on se dit, c'est à ce moment-là qu'il faut accumuler un peu de trésor de guerre pour passer ces moments difficiles. Donc tout ça contribue aussi à renchérir les coûts. Plus il y a de risques, plus les coûts sont élevés. Nisy taona ve ianao tena natsapa hoe tena okazay rangahy za tsy mahavita an'ity intsony? Efa nitranga ihany zay toe-javatra zay fa izy izay misehatra amina fandrarana samihafa, ao ny voankazo, ao ny fiara, miasa toa any Fort-Dauphin ohatra. Sasany amin'izy ireo ihany tsindraindray makaleo fa tsy tonga dia indray makaleo zany ry zareo hoe. Yeah. Zaho te hiresaka kely momba an'le fahaiza-mitantana mihitsy amin'izay ary reto. Rehefa manana orinasa ianao ka en difficulté, sahirana zany io orinasa io, ahoana ny tokony ataon'ny olona anankiray, mpandraraha anankiray, mba ahafahana manatsara an'io farak'izay aingana indray dia mahita atsoatsy, mety hoe herintaona, roa taona, lalana miakatra indray zany. Inona ny tokony atao? Voalohany aloha dia ilay fitaizana ara-batana angambany, fitaizana ny fahasalamana. Rehefa mino aho zao anisan'ny olona mankafy ny fanatanjahantena, rehefa manao fanatanjahantena ianao matetika hitanao mba mahiratra kokoa aloha ny sainao. Manao fanatanjahantena ianao? Ya, tsy hoe amin'ny sehatra avo akory fa fitaizana ara-batana no ataoko. Azaka mitaingina bisikileta, milomano, mandeha tongotra. Zany tena tiako hoe mahakasika amin'ny fanatanjahantena. Ny tiako tenena raha hoe azo katsarotana ianao ka andeha hivary lava amin'ny toaka, mazava ho azy fa tsy ihany mihitsy aloha ny zavatra tokony atao. Dia ny faharoa angambany mametra-panontaniana ny olona manodidina anao. Dia anjaranao avy eo no mandanjalanja hoe ty valiteny ty ve mifanandrify amin'ilay zavatra lalovako ankehitriny sa tsy fanontaniana toy ny ahoana? Ianao ve inona zao ny fahasarotana efa nilalovanao zao ohatra dia ahoana ny fomba nandalovanao an'io fahasarotana nahazo anao io, nianjata taminao io? Ohatra iray zay na miditra amina zavatra tena spesifika kokoa ianao efa tratran'izao ve ianao dia ahoana ny fomba nananaovanao anazy? Ankehitriny moa efa tsotra kokoa no mitady expérience zay efa nianjata tamin'ny olona amin'ny tambazotra, amin'ny internet, amin'ny asa sy sisa. Izany koa moa tsy ferana hoe fanampy amin'ilay fanakalozana amin'ireo tapaka sy namana sy olona efa nahay. Ohatran'ny ahoana indray, efa resaka IA moa ianao dia hijery IA tsika rehefa eo fa ahoana indray ny fomba higerena an'ilay olona efa manana traikefa ela be tao amin'ny orinasanao mba hoe tsy hiova be loatra ilay orinasa nefa misy fanavoazana ihany koa. Satria pertinent ilay izy ka anareo satria nareo zany efa nanomboka tamin'ny 1953 na mbola mitohy ankehitriny, tsy mitovy amin'ny orinasa kelikely izay mivoaforona voaingana. Izy ngamba miangany amboalohany mihitsy izy rehefa foniny ianao niara-iasa amin'ny olona anankiray, efa mba fatapatatro ihany koa hoe ty toetran'olona ty hoe ty mampita an'ilay fahaizana sa tsy ty mampita an'ilay fahaizana. Mora mifanerasera amin'ny génération hafa ve io olona io sa tsy mora mifanerasera. Donc amiko izy tena amin'ilay fijerena an'izay zavatra izay amin'ilay olona ho ampidirinao hiasa amin'ny orinasanao satria raha ampiditra olona ianao nefa tsy hizary izy dia hianjady aminao izay olana efa tantarainao izay. Dia nefa mitranga matetika ve hoe ilay mpiasa efa ela tao mampiseho tsy fiaraha-miasa miaraka amin'ilay vaovao ohatra? Sa tsy misy an'izay loatra ho amin'ny anao manokana? Tao anatin'izay fotoana lavabe izay mazava ho azy efa nisy fa rehefa misy olona na firy-taona izy na firy-taona na tanora izy na lehibe ka rehefa tsy mifanaraka amin'ilay collectif ny zavatra ataony dia
dia mety tonga le fotoana hoe non tsy anatin'le collectif antsony ianao fa aleotsika mifampitsodrano. Inona zavatra tena hoe tsy hitantsika ny ampianarana mihitsy na ny amina université nefa fantatry ny olona mpitantana malagasy eto Madagasikara raha ny anao manokana? Ny amiko angamba ny anatin'ny fitazana tsy dia hisy idirany loatra amin'ny resaka fandrarana sy fitondrana orinasa fa amin'ny tsy haiko moa ny teny anazy amin'ny teny gasy fa ny amin'ny antsoiko hoe amin'ny teny frantsay hoe éducation émotionnelle. Io amiko hitako hoe tena tsy ampy mihitsy amin'ny na fanabeazana any am-piangonana zany ho an'ny zareo izay mivavaka sy mandeha any am-piangonana na any am-pianarana zany. Za tanatin'ny fotoana tamin'izany anatra tsy nisy an'izany resaka hoe inona moa zany hoe émotion, fihetseham-po zany, ahoana ny fomba fitantananao ny fihetseham-ponao zany. Fihetseham-ponao ange miatraika aminao na amin'ny fiainanao any an-trano iny na any am-piasana, ary tena zava-dehibe no mahaizanao mahafantatra hoe inona moa ny fihetseham-po mahazo anazy zao dia ahoana ny fomba hitondrako ny tenako mahakasika an'izay fihetseham-po mahazo anazy zay. Tezitra zao tokony zao avy ianao andeha hiresaka sy handalina olana miaraka amin'olona raha ohatra ka tezitra na malahelo. Donc mila mahafantatra tsara momba ny tenanao ianao, aiza no misy anazy zao dia afaka manao an'ilay zavatra nieritreretiko ave zao sa aleo hilamina aloha. Ataontsika hoe le olona miaraka miasa amintsika zany mahay mifehy an'izay fihetseham-po zay. Dia ahoana indray no hitazomanao mpiasa, hitanao hoe olona mpiasa tsara iny anatin'ny taona mba hijanona ela ao anatin'ny orinasanao nefa ianao tsy afaka, indrindra raha orinasa kelikely zany, tsy afaka hanome karama be ngeza be ohatra n'ireny multinationale ireny. Ahoana ny fomba higerenao an'izay? Le resaka hoe karama aloha dia apahany ihany iny. Raha tena ambany loatra kosa angamba manamenao na inona nataonao tsy hatazona olona mihitsy ianao satria mila miaina iny olona iny, ny hofatrahanao, ny fanabeazana ny ankizy, ny sakafo sy ny sisa. Ankoatran'izay rehefa afaka satisfaire an'ireo besoin tenentsika tao le olona, le fanajana. Dia inona koa no parcours professionnel mety hanana an'ity olona ity raha mijanona eto amin'ny orinasa, inona ny etaetany amin'ny fomba ahoana ny ahafahan'ny orinasako mamaly an'izay etaeta izay. Efa nisy olona ve hoe ny olona formenao nanaovanao investissement be tena nanantena mihitsy ianao hoe misy zavatra azerahana miasa lavitra miaraka amin'iny olona iny dia nefa aveo kay nandao anao? Ahoana fomba hiainana an'izany? Efa nisy fa mariako koa efa nisy maromaro ihany koa no miverina satria fa ny tenentsika tao ny vola mazava ho azy mila minimum ianao fa tsy voatery iny ihany. Manana exemple maromaro afaka teneniko hoe finalement niverina izy na dia kelikely no niraisiny tao aloha ny vola niraisiny tao amin'ny orinasanay satria le resaka fanajana ao nivon'ny orinasa, le ambiance de travail izay zava-dehibe ho an'ny mpiara-miasa. Niteny ianao tao hoe rehefa manao ny fomba fiasanareo ny anareo management positif, mba afakafako kely eo inona ny dikan'izay management zay? Miaino angamba ny voalohany indrindra dia tsika ange tsy rehefa anatin'ny orinasa tsisy ny teny hoe tsisy mahafantatra hoe ranona sy ranona sy ranona ny eto rehefa lehibehibe ny orinasanao fa mila fa tonga eo ianao dia miteny hoe bon olona tsy nisafidiko reto ny rahako reto dia amin'ny fomba ahoana ianao mpitantana orinasa no ampatsara ny fifandraisana amin'olona tsy nisafidy niaraka. Dia eo no mandeha ny resaka hoe miaino inona ny etaetan'le olona, ahoana ny ahafahako mamaly ny etaetan'le olona dia mametraka koa hoe fitondran-tena hoe mazava tsara, reto azo ekena, reto tsy azo ekena. Donc tsy midika hoe rehefa hoe management positif dia tsy misy hoe ny carton rouge. Raisitsika izay efajato olona efajato miara-miasa aminareo de manière permanente zay. Mino fa misy olona tena mbola aty amin'ny asa madinika zany dia mazava ho azy tonga aty amin'ny faratampony. Ahoana ny fomba hienoana an'le feo an'le olona ary amin'ny farany asa madinika ary mba ho tonga anazy aty aminao aty? Iny zany any amin'le management intermédiaire, le sefa tenatena mila jerena manokana tsara hoe karazan'olona ahoana le management intermédiaire satria raha tsy hitondra ny feo an'ireo olona ireo izy dia ho sahirana satria
tsy hoeny mihitsy ny etahitan'olo reo nefa matetika zareo no tena mahita ny zava-misy any amin'ny ambara atao ka misy an'ny mpanjifatsika. Voilà, dia misy ihany koa moa ny fitaovam-piasana ny teny atao hoe izahay zao anatin'ny amélioration continue le hoe certification ISO io moa anatin'le amélioration continue fiainona ny feo mipiasa, fiainona ny feon'ny mpanjifa. Donc iny miankina aussi miankina ihany koa am'le resaka hoe nampiasa an'le fitaovana ny ISO. Ahoana ny fomba afantaranao hoe ty mpiasa anankiray ty ho lasa futur dirigeant, ty employé tsotra ty? Rehefa tsy matahotra manapa-kevitra izy rehefa manambara ny heviny dia rehefa mahay ataoko hoe ahoana mahay manazava tsara ny zavatra tiany atao koa satria le fahaizana manazava sy mampita an'le zavatra tadiavina zavatra manana maha izy azy amin'ny fitondrana orinasa. Je vais reprendre en français maintenant. On est classé parmi les pays les plus corrompus du monde. Transparency International nous disait qu'on est au 145e rang mondial sur 180 pays dans son indice de perception de la corruption. Donc ici, je fais référence au secteur automobile. Dans le secteur automobile, on est très exposé au marché public. Donc notamment les véhicules de fonction, les flottes ministérielles, tous les appels d'offres de l'État, et j'imagine que ce sont des volumes considérables. J'aimerais te poser la question, comment on navigue dans ce système sans corruption? Parce que c'était lors de la préparation de notre interview, tu disais vraiment que tu fais très attention à l'éthique et l'intégrité. Donc comment on fait pour gagner des marchés sans corruption aujourd'hui? Alors effectivement, tu as raison, le client est l'un des plus importants clients de la distribution automobile à Madagascar. L'État, tu veux dire? Oui, l'État. Et pour nous, c'est extrêmement simple sur les marchés, et je vais être très direct, qui sont uniquement sur financement interne. On retrouve plus de pratiques corruptives. Et très généralement, nous n'y participons pas parce que n'étant pas souvent consultés non plus, au détriment du respect d'ailleurs des règles qui régissent les achats par l'État. Donc pour nous, ça ne fait même pas partie de notre chiffre d'affaires vu que c'est voisin de zéro. Les rares ventes relatives à l'État que nous faisons sont ceux qui sont financés par des bailleurs où les règles de transparence, on va dire, sont mieux respectées. Donc en résumé, pour notre entreprise, ça représente une partie, mais vraiment infime, de notre activité, de notre chiffre d'affaires, les ventes à l'État. Voilà, nous nous sommes concentrés sur le B2B, le B2C. Lorsque quelqu'un, j'imagine ça arrive quand même qu'il y ait des gens qui viennent vous demander, vous consulter, mais qui encore une fois vous demandent s'ils peuvent avoir leur part. Donc comment vous répondez à ça lorsque ça arrive? Vous avez parlé au tout début de la notoriété que nous pouvons avoir sur le marché malgache. Je crois que l'actif le plus important que nous ayons, aussi important que nos aimes, que nos process, que nos produits, c'est notre réputation. L'entreprise a 70 ans. Y a-t-il lieu de remettre en jeu 70 ans de réputation juste pour une affaire ponctuelle? C'est l'essence même de l'entreprise qui est en jeu si on commence à rentrer dans ces pratiques. Donc mieux vaut faire 100. Nous faisons 100, très bien, on se porte bien. Est-ce que tu as toujours eu cette mentalité depuis que tu es à la tête de la société, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui a changé au fur et à mesure? Alors, nous disions tout à l'heure que j'étais binational, biculturel. Mon côté européen vient de l'Europe du Nord, l'Allemagne, la Hollande. L'Europe du Nord est très connue pour son respect des règles de gouvernance, de l'éthique. Donc je pense que j'ai des prédispositions, on va dire, culturelles, voire génétiques pour ce type de comportement. Et surtout, j'insiste là-dessus, sur l'éducation reçue de nos parents. Voilà, qui nous ont inculqué des valeurs. Et j'ai tenu à y rester fidèle. Est-ce que tu as déjà eu peur en ne suivant pas leurs règles? Je veux dire, les règles de ceux qui sont corrompus.
à cause d'un refus. Donc, je veux dire, ils t'ont sollicité, tu as dit non. Est-ce que tu as eu peur? Alors, il y a deux cas possibles. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est les marchés publics. Comme je l'ai dit, ça représente une part infime chez nous et on fait une croix dessus s'il s'agit d'aller à l'encontre de nos valeurs et des lois, tout simplement, et des lois anticorruption. Il y a l'autre point où tu peux avoir un chantage sur différents types de contrôles douaniers, fiscaux, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, même à l'heure où nous parlons, il reste toujours dans ces administrations un certain nombre de personnes qui sont sensibles aux entreprises qui respectent les règles. Et donc, à chaque fois qu'on a été mis en danger par des personnes qui pouvaient nous agiter le spectre de sanctions indues, injustes, on a pu toujours trouver des bons interlocuteurs influents qui ont pu régler les cas conformément à la loi. Donc ne perdons pas espoir, il existe encore un noyau de quelques personnes au sein de l'administration malgache qui tient à ce que l'administration fonctionne correctement. Certains pourraient peut-être dire, tu disais qu'il dit ça parce qu'il est européen, parce qu'il a 2 nationalités, parce qu'il a un passeport malgache, un passeport français. Et peut-être que ça ne va pas s'appliquer lorsque ce seront des entrepreneurs uniquement malgaches. Tu veux dire qu'ils seront plus sollicités ? Et qu'est-ce que tu en penses ? Je connais quelques chefs d'entreprise malgaches qui sont aussi rigides que je ne le suis par rapport à ce sujet-là. Il est souhaitable qu'ils soient plus nombreux. Donc en gros, c'est vraiment faisable d'être intègre et non corruptible ici à Madagascar. Si on en fait sa priorité, on peut très bien vivre de manière très correcte, tout simplement. Donc c'est un choix personnel avant tout. Nous l'avons fait et nous sommes contents du niveau de performance de notre entreprise aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure que vous avez aussi une exploitation à Maurice. Donc vous êtes présent là-bas depuis une dizaine d'années maintenant. Madagascar et Maurice, c'est 2 cultures totalement différentes, c'est 2 économies avec une approche totalement différente. Et bien sûr, Madagascar est situé au bas du classement. Est-ce que, moi j'aimerais comprendre comment c'est de faire des affaires à Maurice? Alors, Maurice a une spécificité, là aussi je vais mettre les pieds dans le plat. Les grands groupes mauriciens sont détenus par les franco-mauriciens. Et en général, quand on veut faire du B2B avec un grand groupe mauricien, c'est complexe quand on ne fait pas partie du sérail. Donc, pour nous, les marchés qui étaient ouverts, c'était essentiellement le marché du B2C. Le marché du B2C veut dire savoir construire sa réputation, sa marque, et ça prend beaucoup plus du temps que de faire du B2B, par le fait qu'on connaît quelqu'un. Donc c'est un process beaucoup plus lent si on n'est pas soi-même mauricien. Et qu'est-ce que vous avez appris à Maurice qui n'est pas applicable ici à Madagascar? Je pense que compte tenu de la complexité de notre environnement, tu as cité quelques particularités, la corruption entre autres, pas forcément le respect des règles, nous avons peut-être plus ramener notre agilité à l'île Maurice. Et si je regarde qu'est-ce que Maurice aurait pu nous apprendre en termes de conduite des affaires et des entreprises, je dirais que non, c'est plus la surprise que parfois les choses peuvent être beaucoup plus simples et pourquoi on ne les simplifie pas à Madagascar. Maintenant, je reviens un peu sur le côté humain. Les chiffres disent, en général, un PDG d'une grande entreprise, ça dure entre 5 à 10 ans. Et toi, en tant que PDG de Materoto, donc tu es là depuis une trentaine d'années. Tu dis que c'est un monde sans répit. Tu es quelqu'un qui est à fond tout le temps. Est-ce que derrière tout ça, est-ce qu'il y a un sacrifice quand même que tu as dû faire, humainement parlant, mais que les gens n'ont pas forcément conscience? Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais passer moins de temps, d'heures de travail hebdomadaires et pouvoir passer plus de temps à les s'épanouir justement. Je disais que j'aimais le sport, le pays que nous vivons est magnifique.
Il y a beaucoup de personnes qui méritent aujourd'hui d'être accompagnées, aidées. J'aurais vraiment aimé passer plus de temps dans ces domaines-là et j'essaie de m'organiser en conséquence en structurant encore mieux la gouvernance de notre entreprise et j'espère pouvoir arriver à ce but de passer moins de temps justement à gérer des choses très terre à terre de la direction d'une entreprise. Dans ton parcours, est-ce que ça a été plus difficile de gérer des crises économiques ou plutôt gérer des humains? Définitivement, je dirais, gérer l'humain est beaucoup plus complexe. Les crises économiques, on en parlait tout à l'heure aussi, c'était le côté cyclique, malheureusement, on s'y attend, on s'y prépare. L'humain est beaucoup plus divers, parfois moins prévisible, dépendant des tempéraments. Tu avais parlé avec honnêteté de l'échec de ta vie de couple lors de la préparation de notre entretien. Tu parlais aussi que ça t'a quand même pris beaucoup émotionnellement. Est-ce que tu peux en parler un peu? En fait, avec du recul, et je l'ai dit tout à l'heure en malgache d'ailleurs, c'était finalement que ça soit l'éducation académique, que ça soit l'éducation religieuse, ne nous prépare pas à la dimension émotionnelle de la vie. Or, à tout moment, nous sommes sujets à des émotions. Nos émotions sont très souvent aussi le résultat de notre parcours d'enfant, des parcours de nos familles. On peut se retrouver avec un partenaire qui a une approche, un héritage émotionnel différent d'une autre. Et tout ça, on n'y est pas préparé. Et on peut parfois être amené à avoir des comportements inadéquats sans comprendre les enjeux. Et c'est ce que je pourrais partager par rapport à cela. Donc tu veux dire, encore une fois, qu'il faudrait avoir à apprendre à gérer ses émotions quand on nous apprenne ça dès le départ? Exactement. Alors aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde connecté. Encore faut-il savoir faire le tri sur ce qui est exact ou pas exact. Mais les systèmes d'éducation à la fois religieuse, spirituelle, académique, il me semble qu'aujourd'hui, quand même, quand je regarde mes enfants, cette dimension est quand même un peu plus prise en compte qu'elle ne l'a été à mon époque. Il me semble que beaucoup reste à faire encore. Nanao marina ny fahazazanao teto Madagasikara? Za zany teraka teto ny reniko malagasy, ny raiko avy any Europa avaratra, allemand hollandais raka efa niteneniko teo aloha teo. Lehibe teo Ambobao ny nafinaritra tamin'ny fotoana fitopolo sy valopolo taloha mbola afaka mifanerasera tsara ny ankizy tsy mitovy saranga. Ankehitriny hitako hoe samy hafa be mipetra ny mpanana mijanona amin'ny zanaky ny mpanana, ny olona tsy dia manana mijanona amin'ny olona tsy dia manana. Izay zavatra izay angamba ny hitako hoe niova be ary anisan'ny hoe mampalahelo anahy ny tsy fisian'izay intsony. Ny farany mariako angamba dia ny reniko dokotera izy. Mitsabo tamin'ny hôpitalim-panjakana izy zany, tsy nanao dokotera privé mihitsiny. Matetika izay entiny any amin'ny hôpitaly mahita ny fijaliam-bahoaka, fijalian'ny marary ny vahoaka. Izay angamba anisan'ny zavatra tena hitako hoe mipetraka tsara tao an-tsaiko hoe inona ny zavatra azo atao eto Madagasikara ity mba samy mifanavitra inona no azo atao amin'ny sehatra misy anahy. Eny tokoa ny resaka momba an'izay impact amin'ny reninao, momba ny sosialy izay ianao. Dia amin'izao ve mbola mitohy io? Eny tompoko mbola mitohy tsara io ary tsy voatery ampahafantarina foana moa ny zavatra atao. Tamin'ny fotoana inona zany nianarana an'ilay teny gasy be ohatran'izao satria matetika rehefa vazaha dia tsy miteny gasy. Reniko gasy teraka teto dia manana anabavy iray. Izy dia atao amin'ny faha 1 taonany teo, 5 taona ny elanelanay zandriny. Donc tamin'izaho tao amin'ny 9 na 7 taona teo, teny tamiko ny anabaviko hoe rehefa miteny amiko ianao dia tsy maintsy miteny gasy. Dia misaotra ny anabaviko. Eo mihitsy mantsy ny olana satria rehefa mandeha any an-dafy izao ianao dia raha ohatra hoe fianakaviana gasy
dia ny ankamaroany tsisy mahay miteny gasy intsony mihitsy le taranaka ny diaspora any zany. Inona mety hoe zay vahaolana afaka hoentsika? Io iankina amin'le attractivité an'i Madagasikara ihany io. Raha ohatra ka afinaritra ny firenetsika ary andraikitsika rehetra ny mahakasika an'io dia te hianatra malagasy ro zanakitsika any ivelany. Mampalahelo moa mahita ankehitriny fa betsaka ny malagasy mandoa any Madagasikara noho ny malagasy no miverina eto. Fa afaka atao koa ve hoe andraikitra n'le ray aman-dreny zay mampita an'le teny gasy sa aleo hoe safidy an'le ankizy mianatra an'le teny gasy? Iny raha fijeriko manokana aloha hoe tokony adidin'ny ray aman-dreny no mampianatra teny malagasy. Mety hisy koa ange ny zavatra mitrango ohatr'izao hoe mahay miteny le ankizy any an-tokantrano fa mety tsy sahy teny izy rehefa any ivelany. Mais tokony hampianatra ny ray aman-dreny mazava ho azy. Dia ahoana ny fahitanao an'ny fomba teny gasy indray eto Madagasikara? Inona tokony atao? Io koa zany ohatran'ny hitako ihany koa mahakasika ny teny frantsay ohatran'izay mihevitsy dia mihevitsy ny olona any Frantsa ohatra hoe mahay teny frantsay tsara. Ny eto Madagasikara koa ohatran'izay ihany koa mahita an'ireo taranaka taty aoriana fahaizana miteny gasy tsy mitovy amin'ireo ray aman-dreniny. Misy anankiray tiako resahana ihany koa mihamaro ankehitriny ireo zanaka malagasy manan-katao izay hitako fa na mipetraka eto Madagasikara ary izy tsy mahay miteny gasy. Mahavariana zany ary mampalahelo. Ny raha ny anahy manokana ny fomba fijeriko azy tsy ampy le lesona, tsy ampy koa le tantara ary tsy ampy koa ny firesahana momba ny géographie malagasy any amin'ireny fampianarana teny frantsay ireny, teny vazaha ireny. Raha ohatra miteny eto hoe ny lycée français na Clairefontaine ohatra satria ireny zao mifatapatatro dia tsy nianatra an'izany momba ny Madagasikara zany mihitsy ianao tamin'izany fa momba ny Frantsa ny ianaranao rehefa mianatra amin'ireny école frantsay ireny. Dia nefa ny tanjona nefa hoe mba hijanonana eto Madagasikara ihany mba tsy hisy fuite de cerveau foana zany eto amintsika. Dia raha ny hevitrako dia hoe tsara raha mianatra teny gasy, mianatra momba antsika mihitsy, momba indrindra ihany koa any amin'ny fianarana vazaha. Ny andraikitry ny ministera fanabeazana aloha dia tena goavana mahakasika an'izay teneninao izay. Za koa moa ohatranao Feny avy tao amin'ny lycée français ianao niteny hoe ao amin'ny Clairefontaine sy ny sisa. Tsy nianatra momba ny tantaran'i Madagasikara aloha zahay tao. Nefa ny faniriana dia hoe hanao zavatra eto Madagasikara. Misy fantaniana ve tianao apetraka momba ny aotra? Inona zao no afaka ataon'ny aotra mba ahazon'ny ady amin'ny kolikoly vahana kokoa eto Madagasikara? Ny zavatra ataon'ny aotra aloha voalohany indrindra dia mampianatra na mampita. Mampita moa zany no tena atao aloha, mbola tsy tena hoe mampianatra fa mampita satria ianareo izao no tianay aroso amin'ny vahoaka malagasy mba mahita hoe ay azo atao tokoa ny manao zavatra manara-drary ny eto Madagasikara, ny ho tonga olona manana zavatra mipetraka tsara zany. Dia izay aloha ngamba ny hitako hoe valiteny voalohany mizara zany aloha ny ataonay voalohany indrindra. Mizara satria be dia be ny olona tsy mahay ary tsy nanana opportunité hitafatafana miaraka aminao toy izao na izay olona rehetra vahiny rehetra tonga eto. Ary tamin'ny tantaran'i Madagasikara misy maromaro le sehatra fa mbola limité hoe olona tsy maintsy nanana télé. Fa zao zany opportunité ngeza be le hoe misy ny internet, misy ny Facebook, mety ahafahana manova mentalité zany ny ataonay amin'ny oatra. Dia eo zany ny tena hoe hitanay hoe contribution. Ankoatran'izay tanjonay dia hoe mitombo hatrany ny olona manan-danja, manana fampianarana tsara zany hoentinay eto amin'ny plateau anay dia mba ahafahana mizara kokoa ary ingany hoe mba hitondra vahaolana ho an'ny anjara birikiny indrindra ho an'ny malagasy izay fizarana ho ataonay eto izay. Izay aloha zany no ataonay voalohany indrindra. Dia misy fanontaniana koa napetraky ny vahinintsika teo aloha, i Valisoa ny anarany. Cite-nous un film, un livre, une œuvre qui a changé ton mindset.
Alors, moi, j'ai grandi à l'époque où on n'avait pas une profusion en termes d'offres médiatiques, surtout dans les années 80 à Madagascar. Le pays était plutôt fermé, donc c'était plutôt les mêmes vidéos qu'on repassait dans le magnétoscope à l'époque. Et j'ai revu maintes et maintes fois Gandhi. J'ai toujours été impressionné par la force de la non-violence qui lui a permis de faire acquérir à l'Inde son indépendance. Ça, c'est le film. Et un livre? Un livre. Alors, je dirais que changement de mindset par rapport au livre, peut-être pas, mais je te l'avais dit tout à l'heure en off, Féni, c'est que jusqu'à un certain âge, je lisais utile des bouquins de développement personnel, d'acquisition de compétences professionnelles, des revues sur l'actualité. Il se trouve que ce n'est que maintenant que je prends plaisir à lire ce qu'on nous recommandait de lire dans les cours de littérature qu'on nous dispensait au lycée. Et ce sont de formidables moments à la fois d'évasion et d'apprentissage sur la nature humaine. Et donc ça veut dire aujourd'hui que tu lis moins de ressources de développement personnel, c'est ça? Quasiment plus. Quasiment plus. Et je prends beaucoup de plaisir à lire de la littérature. Parce que tu juges que tu as terminé sur ces choses-là? Ou pourquoi? Alors, terminer peut-être pas, ce serait prétentieux de ma part, mais j'espère qu'en à l'âge de 54 ans, j'ai pu quand même retenir et emmagasiner certaines notions. Super. Si tu devais repartir de zéro, donc en supposant que tu ne sois pas ou n'aies pas choisi la voie à laquelle tu es aujourd'hui, tu aurais fait quoi? Alors, j'aurais étudié le comportement des animaux, tout simplement. Ah oui, pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, et puis la démarche scientifique autour reste très riche, très intéressante, et je suis une personne en plus qui aime beaucoup être dans la nature, et donc observer les animaux, c'est toujours mieux de le faire dans leur milieu naturel. Voilà. Par contre, il se trouve que l'histoire de la famille, l'histoire de l'entreprise familiale a fait qu'il fallut que j'assume ces responsabilités de chef d'entreprise. La vie s'est écoulée ainsi. Je m'en suis pas trop mal sorti. Et c'est un message que je voudrais passer à d'autres jeunes de la seconde génération comme moi. Je ne sais pas ce que vous inspirera mes partages que j'ai pu faire aujourd'hui, mais ça va, je m'en suis pas trop mal sorti, même si c'est pas à quoi je me prédestinais. On t'invite à poser ta question au prochain invité. D'accord. Alors voici ma question pour le prochain ou la prochaine invitée de Ouch. Comment retenir les jeunes à Madagascar? Comment les retenir au pays? En tout cas, merci d'avoir donné du temps à Ouch. Ça nous a fait très plaisir et on a beaucoup découvert l'enjeu, l'histoire, le personnage également. Moi, ça m'a ouvert beaucoup, l'esprit, je veux dire. Et j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ou plutôt te revoir encore une fois sur Ouch plus tard. Merci pour ton temps, merci pour l'intérêt que tu as pu porter au sujet que nous avons partagé ce jour. Et je vois que Ouch est sur la pente ascendante et qu'elle continue sur cette voie. Merci. Un dernier message pour nos followers? C'est la somme de chacun de nous qui fera Madagascar, et donc à chacun d'avoir le comportement qui convient.